Faut-il acheter ou vendre les résultats de Téléperformance? C'est ce qu'on va analyser ensemble dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Activez la cloche aussi pour avoir les notifications. On commence tout de suite avec cette publication de Téléperformance. Donc, le 31 juillet, dans un contexte économique mondial instable, bon ça c'est souvent une excuse, Téléperformance affiche des résultats semestriels 2025 en demi-teinte, marqués par une croissance modeste et des défis persistants. Le chiffre d'affaires du groupe s'élève à 5,116 milliards d'euros, en hausse de seulement 1,5% en données comparables, malgré une accélération des core services à plus 3,5% au deuxième trimestre, porté par l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie-Pacifique. Et c'est 5,7%. On est donc sur des core services qui sont, on va dire, en accélération. Comme toujours, il y a une petite note de bas de page. C'est en comparable, c'est pas en peuplier. Bon, faut-il qu'il y a de la croissance. Maintenant, il faut toujours aller creuser un peu plus pour savoir pourquoi est-ce qu'il y a un décalage avec le peuplier. Les services spécialisés, en revanche, subissent un recul de 7%, plombé par la non-reconduction d'un contrat majeur de gestion de visa et un environnement volatile aux États-Unis. Donc, les services spécialisés, on le sait, ils ont perdu sur TLS, donc leur service spécialisé de traduction, de gestion de visa, pardon. Ils ont perdu un contrat avec un gouvernement et ça les a plombés. Donc, ils en ont déjà parlé au Q1 et du coup, ça a encore un impact au Q2. Donc, maintenant, ils publient des chiffres ajustés sans ce contrat. Bon, pour moi, c'est un peu triché, hein. Il faut, là, on prend en compte la croissance publiée. Il faut prendre la croissance publiée, du coup, elle est impactée, hein. Les marges EBITDA, c'est-à-dire sans les dépréciations récurrentes, restent stables à 13,9% hors effet de change. À nouveau, 13,6% en publié. Bon, les effets de change, de toute façon, on ne peut pas trop y faire grand-chose. On peut se couvrir en faisant des hedges, donc en prenant des produits dérivés pour se couvrir contre les variations de change. En général, ça a peu d'intérêt, vu que Téléperformance facture en plusieurs devises, ils peuvent essayer de, normalement, ça moyennise un petit peu les variations de devises. Ici, c'est pas le cas, hein. On a l'euro qui s'est fortement renforcé sur le Q1 et sur le S1 globalement. Donc, ça impacte évidemment leur chiffre d'affaires, enfin les marges, puisqu'ils facturent majoritairement en dollars. Bon, ils ont réussi quand même à mettre en place des mesures de contrôle de coûts. Donc, ils ont réussi à peu près à préserver la marge opérationnelle. Ce qu'ils mettent ici, hein, efficiency measures in place to preserve margins. Donc, voilà, c'est plutôt positif. Ils arrivent quand même à réduire les coûts. Mais ça, c'est, on va dire, une dynamique un peu malthusienne, hein. C'est-à-dire que, en fait, la concurrence est telle qu'ils sont tous obligés de baisser leurs coûts. Bon, ben, il ne peut en rester qu'un, quoi, à la fin, celui qui aura les coûts les plus faibles. Et donc, au passage, ils vont tous souffrir, hein. Donc, malheureusement, c'est l'effet de ce qu'on voit, c'est l'effet de cette bataille acharnée sur les coûts qui impacte Téléperformance, en tout cas leur marge EBITDA. Le bénéfice net part du groupe chute à 249 millions d'euros, moins 14,4% par rapport à 2024, impactant le rendement des fonds propres, donc la rentabilité, hein, qui passe de 12,8% à environ 10,9%, donc sur la base de capitaux propres de 3,951 milliards d'euros. Les flux de trésorerie disponibles s'effondrent à 259 millions d'euros, moins 42,2% par rapport à 448 en 2024, grévé par une hausse des taxes en cash, 205 millions d'euros, et un besoin en fonds de roulement accru, 122 millions d'euros. La dette nette hors obligations locatives, il faut rappeler que la norme IFRS 16 inclut les loyers dans la dette nette, ce qui n'est pas très correct, hein. En fait, c'est une dépense opérationnelle. Donc, cette dette nette hors obligations locatives bondit à 3,686 milliards d'euros. C'est 592 millions par rapport à fin 2024. Pourtant, le ratio dette nette sur EBITDA, environ 2 fois, signe une pression croissante sur la structure financière. Bon, on voit qu'en fait, ce qui impacte majoritairement, ça va être les investissements, hein. Continuer à investir assez massivement dans les activités, dans les specialized services. Ça a du sens si la croissance revient, mais dans les specialized services, là, on est plutôt sur un impact assez fort de la rupture du contrat TLS. Donc, il faut voir si ces dépenses en capital portent leurs fruits à l'avenir.
La rémunération des actionnaires avec 248 millions d'euros de dividendes et 30 millions de rachats d'actions représente 55% des flux de trésorerie disponibles annualisés. Bon, c'est soutenable comme rémunération d'actionnaire. Faudra voir. Donc, elle va augmenter normalement avec le plan stratégique, cette rémunération de l'actionnaire. Lors des Capital Market Days, le management a indiqué augmenter le retour aux actionnaires, ce qui est normal. Il n'y a pas de croissance. Enfin, allez, on voit que le Corsair M6 reprenne un petit peu en comparable. Bon, sinon, on reste sur une croissance globale assez faible, elle est de 5%. On est dans, on va dire, dans le bas de la fourchette qui a été donnée. Donc, il n'y a pas beaucoup de croissance. Il vaut mieux rendre du cash aux actionnaires qui auront une meilleure utilisation de l'argent. Le management, dirigé par Thomas Mackenbrock, mise sur le plan stratégique Future Forward. Donc ça, c'est le plan qui a été présenté lors des Capital Market Days et des investissements dans l'intelligence artificielle pour redynamiser la croissance, mais révise à la baisse les objectifs 2025. Malheureusement, une croissance à données comparables au bas de la fourchette initiale. Donc la fourchette initiale, c'était 2 à 4%. Bas de la fourchette initiale, à mon avis, ça va être 2%. Malheureusement, une marge EBITDA entre 15 et 15,1% et des flux de trésorerie disponibles d'environ 1 milliard d'euros hors éléments exceptionnels. Bon, sur le free cash flow, on reste sur ce qui avait été annoncé. Et c'est le plus intéressant en fait dans cette boîte pour l'instant, en tout cas, vu qu'il n'y a pas de croissance, ce qui est important, ce sont les free cash flow qui sont ensuite rendus aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d'actions. À moyen terme, le groupe ambitionne un retour à une croissance annuelle de 4 à 6% d'ici 2028 et une marge EBITDA de 15,5%. Mais ces perspectives optimistes contrastent avec les défis actuels, notamment l'impact des fluctuations de change et la faiblesse des services spécialisés. Pour moi, c'est la vraie déception, ce sont les services spécialisés. C'est l'activité qui a la plus forte marge, 30% de marge opérationnelle, c'est quand même pas mal. Bon, ça représente que 15% d'activité. Malheureusement, ça ne croît pas. En fait, les core services ont réussi à croître plus vite. Alors, après, les services spécialisés, c'est un ensemble de services différents. Voyons s'il arrive à encaisser l'impact de la perte du gros contrat chez TLS. Mais sinon, pas dommage, quoi. Dans un secteur en pleine transformation, Téléperformance semble peiner à concilier ses ambitions technologiques avec une rentabilité sous pression et un endettement croissant, jetant une ombre sur sa capacité à renouer avec une dynamique robuste à court terme. Il vise aussi un endettement qui serait à 1,2 fois l'EBITDA, donc la dette nette sur EBITDA, à 2028. Bon. Donc 3 milliards de free cash flow rendus aux actionnaires entre 2026 et 2028, donc c'est bien ce que ça indique. Alors 3 milliards de free cash flow générés, c'est pas ce qui sera rendu aux actionnaires, pardon. 1 milliard par an de free cash flow, et je crois que c'était la moitié qui serait rendue aux actionnaires. Alors, si on prend la dette nette hors loyer et la capitalisation boursière actuelle, la valorisation ressort à environ 4 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA. Donc ça reste pas cher payé. Mais en fait, si ça se trouve... Donc là, on prend... donc ça, c'est les données qui sont fournies par l'agrégateur que j'utilise, Coifin. Je pense que ça surestime un petit peu. On est... de toute façon, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'est pas cher, mais peut-être à raison. Peut-être à raison. Depuis 2023, ça s'est effondré. Et en fait, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de croissance. Ils peinent vraiment à faire de la croissance. Ils font des acquisitions pour croître, font la dépense en capital assez intensive. Ils investissent dans des sociétés d'IA. Ils ont pris des participations dans des startups. Bon, pour l'instant, c'est pas incroyable. Et en plus, la guidance, la révision des perspectives pour l'année complète ne sont pas hyper réjouissantes. Donc le seul élément un peu favorable, c'est la valorisation qui reste pas si chère. Et le retour à l'actionnaire, qui reste quand même assez sympathique, autour de 5% de rendement du dividende. Bon, c'est pas si mal, mais il en faudra plus pour que le cours redécolle. Donc là, à mon avis, on va voir comment c'est reçu par le marché. Comme d'habitude, il va y avoir un impact sur le cours, plus ou moins violent. En général, ça rebondit, mais en fait, on va vivoter dans la zone actuelle où on est à 85 €. Je vois bien un petit excès baissier en dessous de 80 €. Ça va se reprendre et ça va végéter à 85 autour et sans trop bouger jusqu'au moment où on va avoir une vraie réaccélération de la croissance. Pour l'instant, on n'en voit pas la couleur. J'espère que cette analyse des résultats de Téléperformance vous a intéressé. C'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.